Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une petite illustration de l'expression « rester droit dans ses bottes », qui signifie que, quoi qu'il arrive, vous ne changez pas de position, vous restez fidèle à vos valeurs, à vos principes, à ce que vous avez fait, à ce que vous avez dit. C'est une vieille expression qui nous vient visiblement du langage militaire et qui avait été remise au goût du jour en 1995, le 6 juillet exactement, par Alain Juppé, qui était alors ministre, et qui était interrogé sur le plateau de TF1 sur son logement parisien de 189 mètres carrés, dont le loyer visiblement défiait toute concurrence, ainsi que sur la baisse de loyer dont son fils avait bénéficié de la part de la mairie de Paris. Et donc à ce moment-là, fort de sa conviction que sa position lui octroie des passe-droits, eh bien, Alain Juppé avait déclaré qu'il restait droit dans ses bottes. Et d'ailleurs, il restait tellement droit dans ses bottes que c'est dans la foulée qu'il lançait une mission parlementaire sur les fraudes et pratiques abusives des allocataires de la Caisse d'allocation familiale. Alors, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler d'Alain Juppé, mais du conseil départemental. Parce que j'ai reçu un courrier début août avec en objet défaut de contractualisation Pôle emploi. Alors en fait, on m'explique qu'en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active, le RSA, bien la contrepartie, c'est que je dois m'engager dans un parcours d'insertion professionnelle. Et il constate que je n'ai pas actualisé ma situation auprès de Pôle emploi. Et donc, il m'invite à faire cette démarche le plus rapidement possible pour régulariser cette situation. Si je ne réagis pas dans le mois qui vient, eh bien, l'équipe pluridisciplinaire se réunira et le président du conseil départemental pourra décider donc d'une réduction de 100 € sur le montant de mon allocation. Alors 100 € c'est beaucoup, mais bon, j'ai la possibilité de faire part de mes observations par écrit à l'équipe pluridisciplinaire ou bien d'évoquer ma situation à un numéro qui est indiqué sur le courrier. Alors ma première réaction, c'est quand même d'aller vérifier sur mon dossier Pôle emploi, mon dossier dématérialisé, que j'ai bien procédé à toutes mes actualisations. Parce que, bon, comme je travaille un peu chaque mois, je fais très attention de déclarer mes heures et déclarer ma situation, d'abord pour ne pas être radié de Pôle emploi, mais aussi pour ne pas générer d'indus. Parce que pour avoir déjà été confrontée à cette situation, je sais à quel point c'est problématique. Donc je vais vérifier sur le calendrier des actualisations, et là je constate que toutes mes actualisations ont été faites en temps et en heure, et qu'elles ont bien été prises en compte. Bon, donc j'appelle le numéro indiqué, et là je tombe sur une boîte vocale, donc on me dit bonjour, que je suis bien à la cellule téléphonique RSA du département, on va donner suite à mon appel. On me remercie de rester en ligne. On s'efforce d'écourter mon attente et on me prie de bien vouloir patienter. On me remercie de me munir de mon numéro d'allocataire et du courrier que j'ai reçu. Mon appel a bien été pris en compte. Un gestionnaire va me répondre. On m'invite à patienter. On me rappelle qu'il est nécessaire de m'inscrire à Pôle emploi pour régulariser ma situation dans les plus brefs délais. On va donner suite à mon appel. On me dit bonjour, que je suis bien à la cellule téléphonique RSA du département. On va donner suite à mon appel. Ah ben non, en fait, toutes les lignes de mon correspondant sont occupées, donc on m'invite à renouveler mon appel ultérieurement. Alors là, je vous le fais en accéléré, parce que ce message qui tourne en boucle, ça dure un bon quart d'heure avant que ça ne raccroche. Donc je renouvelle, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, et puis je finis par tomber sur une agente, une gestionnaire, qu'on utilise, et je pense que j'ai dû avoir un petit mouvement d'humeur, peut-être un commentaire, en disant « enfin, j'ai quelqu'un au téléphone ». Et là, cette dame me dit que, oui, elle comprend bien, mais on est au mois d'août, ce sont les congés, et donc elles ne sont que 3 à la cellule téléphonique. Il est 15 h, et elles ont déjà répondu à plus de 250 appels. Alors je lui explique ma situation, et là, j'entends son sourire, et elle me répond que, oui, en fait, Pôle emploi
a envoyé un fichier erroné au département, et donc il y a un bon nombre d'allocataires qui sont considérés comme non inscrits ou comme n'ayant pas actualisé leur situation. Et donc pour chacun et chacune d'entre nous, elle doit ouvrir le dossier et vérifier qu'effectivement nous sommes toujours bien inscrits. Alors ça, c'était avant que j'apprenne, par un mail de Pôle emploi, que suite à un acte de cybermalveillance dont l'un de leurs prestataires avait été victime, des informations personnelles me concernant étaient susceptibles d'être divulguées. Mon nom, mon prénom, mon statut actuel ou ancien de demandeuse d'emploi, ainsi que mon numéro de sécurité sociale. Et ça, c'était encore avant que j'apprenne par le canard enchaîné que toutes ces données étaient en vente sur le Darknet. Et bien vivement France Travail et la multiplication des prestataires. Peut-être que je vais mettre mes données en vente moi-même, finalement. Enfin, pour en revenir au conseil départemental, alors voilà, on va de la situation avec cette dame, mais là je me dis quand même, donc le conseil départemental reçoit un fichier de Pôle emploi où on est probablement des centaines d'allocataires à ne pas s'être actualisés ou à ne plus être inscrits à Pôle emploi à la même période. Et en fait, plutôt que de contacter Pôle emploi pour savoir s'il ne s'agit pas d'une erreur, on nous envoie un courrier à chacun et chacune, un courrier de menace. Qu'est-ce qu'ils ont cru en fait? Qu'il y avait un mouvement? Que c'était une contestation de l'actualisation Pôle emploi? Une grève du pointage? Non, parce que si un jour c'est le cas, on vous le dira en fait, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc bon, ma situation est régularisée, je passe à autre chose. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, je reçois un courrier du département avec pour objet une décision de non-sanction. Et donc là, on m'a dit que suite au courrier qui m'avait été envoyé, concernant mon défaut d'inscription à Pôle emploi, ma situation avait été examinée par l'équipe pluridisciplinaire. Et qu'après avoir recueilli l'avis de cette équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental avait décidé de ne prendre aucune mesure de sanction à mon égard et de suspension de mon allocation RSA. Alors j'imagine la réunion. Dites-moi Christine, Madame Machin, elle a contacté la cellule téléphonique? Ouais. Et elle avait fait son actualisation? Ouais. Donc on ne sanctionne pas? Non. Non, bon, on va lui envoyer une décision de non-sanction. Alors, je ne m'attendais pas à un courrier d'excuses, hein. On est bien d'accord. Déjà parce que moi je fais partie des gens qui pensent que tout le monde a le droit à l'erreur, même les administrations. Puis en plus, je vous avoue que je ne suis pas pour qu'on dépense de l'argent public dans des courriers qui ne servent à rien. Enfin, si ce n'est qu'à réaffirmer que ce sont eux les décisionnaires, que ce sont eux qui ont le pouvoir. Mais on le sait. On le sait. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai terminé le livre de Monique Pinson-Charlot, Le méprisant de la République, où elle nous explique bien comment le mépris, l'arrogance, l'infantilisation sont des instruments du pouvoir, en fait. Comment ils sont utilisés pour asseoir la domination. Mais elle écrit aussi, cette sociologue, qu'en réalité, le mépris est à double tranchant. Qu'il peut renforcer l'assujettissement des dominés avec de l'autodénigrement, la perte de confiance en soi ou l'apathie, ou bien, au contraire, il peut susciter leur exaspération, leur colère et leur envie de rébellion. Voilà. À bientôt pour de nouvelles histoires.